Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de Shethao. Vague pétrifiée, c'est son nom de poète. Kugwa Reshang, c'est l'un de ses innombrables noms aussi. On l'appelle le moine citrouille amère. Zhu Ruoji en chinois. C'est un peintre du XVIIe siècle, l'auteur des monts Jingting en automne, que j'ai mis en miniature de cette vidéo et que je rajouterai à la fin de cette vidéo, ainsi que d'ailleurs l'autoportrait que ce poète et peintre a fait de lui-même, dans un style relativement rare dans la peinture chinoise, l'autoportrait. Voilà, je voulais vous le présenter aujourd'hui à l'occasion donc de ce poème qui se trouve dans le bas à gauche des monts Jingting en automne. C'est donc une peinture de paysage illustrée par, ou illustrant, ou résonnant avec un poème dont je vais vous lire une traduction. Un poème qui va nous intéresser pour réfléchir sur la fonction de l'art, qui n'est pas simplement un divertissement. Je crois que Shethao est l'un des plus nietzschéens peintres ou poètes chinois. Mais je crois qu'il y en a beaucoup des peintres et des poètes nietzschéens en Chine. Parce que je crois que les idées de Nietzsche sur l'art ne sont pas spécifiquement nietzschéennes, elles n'ont rien de spécifiquement occidental. Il y a, je crois, des idées qui sont universelles. Et j'ai voulu faire cette vidéo parce que, venant des milieux de la sinologie, ayant travaillé quelques années sous la direction de François Julien, j'ai entendu, jusqu'à la nausée, je dois dire, entendu répéter qu'il y avait des différences infranchissables, irréductibles entre l'Occident et l'Orient, entre l'Occident et la Chine. Et je crois qu'il y a au moins autant de ressemblances et de points communs que de différences, et donc je m'amuse à battre en brèche, à prendre à contre-pied ce qui me semble finalement être des lieux communs de l'université de mon temps, l'université d'aujourd'hui. Voilà, alors je vais le faire en essayant de vous montrer rapidement qu'un Chinois peut être nietzschéen, donc occidental si vous voulez. Je vous lis la traduction, une traduction possible du poème, donc de ces monts Jingting en automne, un dessin dans lequel on a ce poème où Shethao écrit « Enclin à la paresse et accablé de tourments, j'étais sur le point d'enterrer mon pinceau et de brûler ma pierre à encre, de m'anéantir, de quitter mon enveloppe charnelle, mais je n'ai pu y parvenir. Dans l'abandon à la solitude, mes pas me conduisirent jusqu'au studio d'un ami. Là, je vis tour à tour des peintures authentiques de Ni, de Huang, de Shi, de Tong. Et bientôt, je recouvrais le sommeil et la saveur d'aimer. Que l'agate rouge et la cornaline jaune, pris de bien des recherches, sont choses auxquelles il n'est pas facile de renoncer, c'est ce que j'ai appris de cette épreuve. À l'automne de l'année Jingzai, au mont Jingting, Shethao, le moine de la montagne Jing. Bien, alors, voilà ce poème très intéressant qui nous montre que la peinture a été, pour Shethao, non pas un divertissement, mais finalement la voie de salut qui lui a permis de surmonter une épreuve. Il y a cette affirmation d'une difficulté qui l'a conduit aux portes de la mort, disons aux portes du suicide, au bord du suicide. Et l'art, avant d'en dire davantage et d'expliquer cela, disons tout de suite, l'art est pour Shethao une justification de l'existence.
Pourquoi l'art est-il la justification de l'existence? Parce que la vie est en elle-même injuste. Alors, dans ces temps extrêmement troublés de transition dynastique, le père de Shethao ayant servi sous la dynastie précédente, c'est-à-dire sous la dynastie Ming, quand les Qing arrivent au pouvoir en 1644, Shethao n'a que 3 ans et sa famille est exterminée. Lui-même est poursuivi, sauvé, on ne sait trop comment, de justesse, caché dans les monastères où il survivra, de monastère bouddhiste en monastère taoïste. On peut comprendre que cet enfant ait eu une vie difficile, privé de ses parents errants, pourchassés par des fonctionnaires qui, évidemment, avaient pour mission de faire disparaître non pas simplement les fonctionnaires récalcitrants, mais aussi leurs héritiers, leurs descendants. Donc, on peut comprendre que la vie n'ait pas été facile et que cet homme ait pu avoir, disons, des tendances dépressives et peut-être même suicidaires devant les épreuves de sa vie. Eh bien, ce poème nous raconte l'histoire d'une guérison, ce que Nietzsche appellera lui aussi la grande santé, comment il a recouvré la grande santé, et l'expérience de la grande philosophie, de la grande poésie, de la musique ont été pour Nietzsche aussi l'occasion de la voie par laquelle il a réussi à en sortir. Voilà, donc il y a là, je dirais, comme une fonction dionysienne de l'art. Vous vous souvenez que Dionysos, c'est celui qui meurt et qui renaît. Dionysos aussi, persécuté par Héra, qui assassine sa mère, s'est mêlé. Zeus récupérant l'enfant, le cousant dans sa cuisse, d'où il naîtra. Bon, et puis plus tard, vous le savez, c'est un dieu mourant et renaissant, puisque tous les hivers, il est déchiqueté dans les entrailles de la terre, et il renaît au printemps. Le printemps, c'est la renaissance de Dionysos, qu'on fête à grands coups de verre de vin, dans l'ivresse, donc. Et d'une manière qui sert à signifier que, oui, cette ivresse qui est l'expression de la puissance de la vie, de la force vitale, est toujours la plus forte. La vie est toujours la plus forte. Eh bien, c'est ça qu'on lit dans le poème de Shethao. C'est l'histoire d'une résurrection. Bien, c'est effectivement cela que nous raconte le poème, et sur un ton assez alchimique. Là, je dois le dire aussi, il y a quelque chose de très nietzschéen dans cet accent alchimique, même si Nietzsche, évidemment, n'est pas le seul alchimiste. L'alchimie a une longue histoire qui part de l'Inde et qui passe par la Chine, qui passe par le monde arabe, et donc il y a une tradition immense d'alchimistes tout au long de l'histoire. Mais Shethao s'inscrit dans cette grande tradition. L'alchimie transmute la boue ou le plomb en or. Vous l'avez entendu dire sans doute, et la boue, c'est ça, c'est ces épreuves de l'existence. Comment transformer ça en lumière. Et je crois que le pinceau et l'encre sont l'alchimie, sont l'alambic, et le suc à travers lesquels le peintre, le poète peut transmuter une souffrance pour accéder à cette quiétude qui transparaît dans la peinture du paysage que vous voyez. Mais évidemment, il ne s'agit pas simplement de s'extasier devant la nature. Je crois qu'on passe complètement à côté du sens de cette peinture de paysage si on s'imagine qu'elle a été peinte par un poète qui se contentait simplement de se réjouir au spectacle des montagnes. Il s'agit d'exprimer quelque chose de bien plus profond. Il s'agit de transmuter les souffrances de l'existence et d'en faire quelque chose qui ressemble à une libération, à de la lumière.
Alors comment? Eh bien en mariant les contraires, hein, en cessant de vivre dans la division, dans la dualité, dans l'opposition. Et c'est tout l'art justement de l'alchimie chinoise qui marie le yin et le yang. Hein. Le yin et le yang sont des opposés. Et l'art va consister justement à marier, à réconcilier ces opposés qui sans cela nous feraient exploser. Alors ce mariage du yin et du yang, il est exprimé par la montagne et l'eau. La montagne qui monte, l'eau qui descend, la montagne représentée par des contours ou des formes noires, l'eau qui n'apparaît que par le blanc du papier, la montagne immobile, l'eau mobile. Vous voyez que toutes ces oppositions, hein, c'est ce que l'art a pour fonction de marier, d'harmoniser, comme on dit en Chine. Hein. L'harmonie des contraires, c'est ça, le yin et le yang. Je crois que c'est le projet de toute une vie, c'est le projet fondamental de l'alchimie, que de nous faire passer d'un monde duel, un monde de la dualité, de l'opposition, à un monde unifié, à une vision unifiée et apaisée de la totalité du réel. D'ailleurs, je crois que ce n'est pas pour rien que Shethao, Kugua, Reshang, donc Vague pétrifiée ou Le moine citrouille amère, est l'auteur de ce traité sur la peinture, de ses propos sur la peinture du moine citrouille amère, dans lequel il expose ce qu'il appelle la théorie de l'unique trait de pinceau. Et j'ai parfois envie de traduire par la théorie du trait unifié du pinceau, ou du trait unifiant du pinceau, c'est-à-dire du trait qui ramène la diversité dans l'unité. Et c'est bien cela, je crois, qu'il s'agit, vivre dans l'unité. Alors, ce qui est intéressant dans cette peinture, et je vais m'arrêter là pour ne pas faire une vidéo trop longue, c'est qu'il ne s'agit pas de faire de l'art comme si, vous voyez, à côté des différentes activités de l'existence, il y avait ce petit divertissement qu'on appelle peinture ou poésie, qui consiste à faire des toiles qu'on ira ensuite exposer dans des galeries, ou des poèmes dont on fera des livres. Non. Je crois que chez Shethao, comme chez Nietzsche, la véritable œuvre d'art, c'est la vie elle-même. Hein. Il ne s'agit pas de produire des œuvres, mais de faire de sa vie une œuvre d'art, et l'art est lui-même l'un des moyens par lequel cette vie menacée par les épreuves, par les divisions, les conflits intérieurs et extérieurs, peut passer de la dispersion, de l'agitation du conflit à l'unité, à l'harmonie. Et c'est bien tout ce que je peux vous souhaiter, et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour en parler encore et encore. À très bientôt.